vais maintenant passer tout de suite dans la foulée, et ensuite il y aura une place pour les questions, à la question de l'aménagement du village. Là aussi, sur l'aménagement du village, je voulais vous faire une proposition. Vous allez voir, un petit peu original, franchement, comme dirait l'autre, excusez-moi ce langage un peu populaire, il ne faut pas se répéter, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais vous savez, l'intelligence c'est un phénomène cumulatif. Donc voilà, on n'invente rien, mais on est capable de capitaliser sur ce que les autres ont fait. Sur l'aménagement du village, moi, il y a un premier point que je voudrais vous dire. Je suis persuadé qu'il faut arrêter à la travail-mère de faire les choses au coup par coup. On fait les choses au coup par coup, comme ça, il y a une opportunité ici, une opportunité là, et on les fait sans vision du village. Et la première chose que l'on a à faire, c'est à déterminer la vision du village. Ça doit être le rôle d'une commission extra-municipale, et au besoin une commission extra-municipale étendue, qui pour le moment, pour des raisons diverses que Bernard a évoquées, n'a pas pu se réunir, mais ça doit être un de ses rôles fondamentaux. Vous voyez par exemple, prenons le hameau 2, je vais prendre deux exemples. Le hameau 2. Eh bien, si nous arrivions aux affaires, nous regarderions le permis de construire. Alors, je suis prudent dans la formulation. Je sais que le permis de construire a été attribué. Je dis on le regarderait, je ne dis pas on l'annulerait. Pourquoi je ne dis pas on l'annulerait? Parce que c'est une formule brutale. Je ne sais pas si c'est possible. Donc, je ne vais pas vous dire ouais, on va faire ça parce qu'on a des gros muscles et on va annuler ceci ou cela. Et ensuite, parce que je ne sais pas s'il y a des gens déjà qui, si ça a été prévendu, ou s'il y a des gens qui espèrent acheter, etc. Et si tel est le cas, il ne faut pas que ces gens restent sur le carreau, comme ce fut le cas pour Grand Cap, lorsque la préemption initiale a été, le promoteur initial a été évincé, où 40 personnes avaient déjà préacheté des appartements et se sont retrouvés sur le carreau, puisque la municipalité de M. Ginet, pour des raisons qui lui appartiennent, avait décidé à un moment donné de se séparer de ce promoteur. Mais sur le hameau 2, il est clair que la vision que nous avons, c'est de rendre ce bâtiment, cette construction, ce projet à son destin initial. Je rappelle encore une fois que les terrains sur lesquels se trouve le hameau 1 et le hameau 2 sont des terrains agricoles qui ont été déclassés et ne pouvaient être déclassés que pour y faire des logements sociaux ou des logements pour les jeunes actifs, ou le parcours des actifs. Or, vous le savez, mesdames, messieurs, la condition pour garder les actifs à la Croix-Valmer, c'est de pouvoir les loger. Si nous ne pouvons pas les loger, si tout rentre dans la promotion, ou si les proportions de logements qui ne rentrent pas dans la promotion, mais restent des logements intermédiaires aux logements sociaux, si cette proportion est insuffisante, eh bien, finalement, nous aurons du mal à retenir nos jeunes actifs. Et puis, je voudrais dire un mot sur Grand Cap. Parce qu'alors, l'histoire Grand Cap, c'est quand même quelque chose de tout à fait formidable. Je voudrais appeler tout le monde à la prudence là-dessus. Je ne veux pas jouer les cassants, mais il faut être prudent. Vous avez vu que sur Grand Cap, on nous a dit qu'il y a un projet hôtelier, ou un projet d'école hôtelière. D'abord, je me permettrai de dire, moi je ne dirais jamais qu'il y a un projet d'école hôtelière. Je dirais qu'il y a un projet de centre de formation. Ce serait beaucoup plus prudent. Pourquoi? Parce que vous savez que Grand Cap a été préempté par l'établissement public foncier régional. Contrairement à ce qui a été dit une fois, la préemption est une préemption de portage. Qu'est-ce que ça veut dire une préemption de portage? Ça veut dire que le PFR en question, qui est un établissement public, a acheté Grand Cap. Il ne faut pas dire que ça ne coûte rien. Il l'a acheté avec de l'argent public, avec nos impôts. Hein, l'idée. Ça ne coûte rien, non, ça ne coûte rien peut-être à la commune, mais ça coûte en impôts. Mais le PFR l'a acheté pour la commune. C'est-à-dire que si aucun projet n'était réalisé sur Grand Cap au bout de 5 ans, je crois que c'est 5 ans, c'est pas grave, avec une possibilité de prolonger sur un an, alors à ce moment-là, c'est la commune qui aurait la charge de Grand Cap. Donc il est une bonne chose
qu'un projet se réalise sur Grand Cap, mais il ne faut pas dire qu'il n'y a aucun risque pour la commune. Ce n'est pas vrai. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que sur le projet qui peut se monter, qui est un projet que, personnellement, s'il se fait comme ça a été décrit, personnellement, moi j'approuverais ce projet. Hein, je n'ai rien contre. Mais il faut savoir aussi qu'il y a actuellement une procédure en cours sur Grand Cap. Et d'ailleurs, ceux d'entre vous qui auraient des doutes sur la procédure ou qui voudraient en savoir plus, je vous signale que l'audience du tribunal administratif qui va juger du conflit entre le promoteur initial et d'autre part le PFR se tient mercredi matin à 9h45 au tribunal administratif de Toulon. Comme ça, ceux qui voudraient en savoir plus, donc aller au tribunal administratif de Toulon, mercredi à 9h45, ils sauront exactement ce qu'il en est de cette préemption. Si jamais le promoteur initial gagne ou le PFR gagne, il est sûr que l'un des deux fera appel. Donc ça risque de durer un certain temps. Et en même temps, si on dit on va faire une école hôtelière, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le mot école hôtelière, le promoteur initial va dire stop, école hôtelière, c'est quelque chose de très différent de l'objet initial de la préemption, donc je fais une procédure. Et que le préfet soit d'accord ou pas, le préfet c'est le pouvoir administratif, il n'a pas le pouvoir judiciaire, et donc on sera reparti pour retour. Donc si on veut que ce projet se réalise, et encore une fois, je le répète, s'il doit être ce qui a été présenté, c'est un bon projet, il faut être extrêmement prudent et ne pas dire c'est dans la poche, c'est fait, etc., etc. Non, ça n'est pas le cas, il faut beaucoup de prudence. Maintenant, une fois qu'on a parlé de cette question du logement, il me semble qu'il y a trois priorités et je vais vous proposer une façon de les gérer. J'ai essayé d'y réfléchir comment on peut s'en sortir. Les trois priorités que l'on peut voir, il y a l'aménagement de l'îlot Mandin. L'îlot Mandin, c'est celui qui est en face de la Fosse, qui a été aussi préempté par le PFR, c'est très bien, d'accord, ça c'est parfait. Une deuxième priorité qui est la mairie. Alors, nous, troisième, nous avons été tellement traumatisés par la mairie, l'histoire de la mairie, qu'on en parle plus. J'ai l'impression que maintenant, une mairie, vous êtes fous de parler de mairie. Vous voyez ce que je veux dire, c'est malheureux, ça évoque de terribles souvenirs. Il reste encore des Algeco, qui ne sont pas forcément le meilleur endroit pour travailler pour nos employés municipaux, et qui, même si vous réfléchissiez sur un point de vue esthétique, c'est quand même pas terrible, des Algeco au centre-ville, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, il y a autre chose, qui est le parking. Il n'y a pas de parking. Aujourd'hui, on manque terriblement de parking. Et ça m'a frappé. Je n'ai pas pu m'en rendre compte tout seul, parce que mes petits-enfants à venir vont naître bientôt, mais ils ne sont pas encore nés. Mais les mamans, oui, non, mais très bientôt, je vais avoir le cas, mais les mamans m'ont dit, mais le dimanche, par exemple, on ne peut pas trémaler une poussette parce que les trottoirs, tout le monde stationne dessus, etc., etc. Le fait qu'on manque de parking est un problème à la Croix-Valmer. En même temps, réfléchissez à quelque chose. Si nous, la Croix-Valmer, avec une Pascal qui nous interdit de faire des emprunts supplémentaires, ce qui n'est quand même pas très gentil, mais voilà, elle ne veut pas que l'on fasse pour arriver à réduire la dette. Alors, comment voulez-vous que nous construisions le parking ? C'est pas possible de construire le parking. Comment voulez-vous que nous, même modestement, puisque je le vois modestement, là il faudrait s'adresser au collège des architectes de la Croix-Valmer, nous construisions en dur derrière la mairie actuelle, parce que je vous rassure, quand je parle de la mairie, j'espère que vous êtes tous d'accord avec moi pour qu'on garde notre petite mairie. D'accord, on ne va pas la faire sauter, notre petite mairie. On est d'accord là-dessus, non ? Enfin, il me semble, moi. Donc on va garder notre petite mairie et on va construire derrière notre petite mairie des choses qui soient en dur et qui soient aux normes. Mais ça, on n'aura pas les moyens. Donc comment peut-on le faire? Eh bien, il y a une façon de faire que l'on connaît très bien dans les entreprises. Alors je vais utiliser un mot barbare, hein, vous allez m'excuser. La façon de faire, c'est de packager. Qu'est-ce que ça veut dire packager? L'îlot Mandin, c'est une pépite. C'est une pépite, l'îlot Mandin. Donc ça va intéresser, bien sûr, même si la destinée de cet îlot n'a pas encore été précisée, ça va intéresser des promoteurs. Eh bien, nous devons nous en servir de levier pour négocier avec le promoteur
en même temps que l'aménagement de l'îlot Manda, la réalisation du parking et ce que nous souhaitons faire sur la mairie. Vous comprenez ce que j'appelle ici un effet de levier. Alors, ça veut dire que, par définition, si le promoteur, il faudra se battre avec lui, mais croyez-moi que vu l'intérêt de l'îlot Manda, on en trouvera qui seront disposés à se battre là-dessus. Ça veut dire qu'il faudra ensuite négocier quelles concessions il a par rapport au parking. Il faudra peut-être négocier comment ça se passe sur la mairie, en termes de loyer, autres, je n'en sais rien. Mais en même temps, ça permettra de continuer notre équipement, non pas sur des équipements faramineux, comme disait Pascal tout à l'heure, mais sur ce dont nous avons besoin, sans avoir à débourser l'argent que nous n'avons pas. Donc vous voyez, voilà un certain nombre de choses que je voulais vous soumettre. Ce que je veux dire, c'est que nous pouvons avancer. Malgré la situation financière telle qu'elle est, nous pouvons avancer si nous acceptons tous ensemble d'être créatifs, si nous acceptons tous ensemble de nous dire, si on met l'intelligence de tous à la disposition de tous, par définition, ça marchera bien mieux que si on met l'intelligence de 27 à la disposition de 3500, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire en matière d'impôt et en matière d'aménagement du territoire, et voilà, je le répète, ce qui devrait nous permettre non seulement de nous en sortir, mais de nous en sortir dans la bonne humeur et en étant extrêmement fiers du travail collectif que nous aurons été tous ensemble capables de faire. Alors, moi je voudrais faire la conclusion suivante. Vous l'avez vu, en toute modestie, on a essayé de vous présenter quelque chose qui ne soit pas l'espèce de ritournelle que l'on entend toujours dans ce type de réunion. Et on a essayé, face à une situation que nous considérons comme extrêmement grave, d'être optimiste et de vous dire on peut s'en sortir, et s'en sortir c'est l'affaire de tous. Ce qui veut dire que tout au long de cette réunion et des interventions, il y a un mot qui n'a pas été prononcé mais qui a flotté dans la salle. C'est le mot confiance. Mais nous l'avons inversé, ce mot confiance. Traditionnellement, à la fin de cette réunion, je devrais vous dire faites-nous confiance. Comme ça, je devrais conclure, non? Eh bien, je conclue différemment et je vous dis nous vous faisons confiance. Voilà ce que je voulais vous dire, et j'espère que vous aurez compris bien le sens de ce que je veux dire quand je dis, pour une fois, c'est à vous que nous faisons confiance. Stéphanie, a dit tout à l'heure une chose qui est capitale. Moi, j'ai toujours remarqué à mon grand âge, on sollicite beaucoup les électeurs avant les élections, mais ensuite les électeurs deviennent un problème. C'est d'ailleurs pour ça que tout se fait en catimini. Ah mais ça il ne faut pas le dire, là il faut être discret, ouh là là, surtout pas ça, etc., etc. On en cache 100 fois plus qu'il est nécessaire d'en cacher. Mais nous on va essayer d'inverser cette relation et de vous dire, c'est avec la confiance que nous faisons dans toute la population que l'on réussira à se sortir par le haut des problèmes qui nous assaillent aujourd'hui, tels que les a décrits Pascal, tel que l'a rajouté François Raymond. J'aurais pu même, moi, rajouter ma pierre à l'édifice sur les emprunts à taux variables, quand on les écrit comme risque rien parce qu'ils sont capés, c'est-à-dire qu'ils ont un maximum. C'est un peu comme si on nous disait, vous savez, la banque vous a prêté à taux variable, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si les taux baissent, c'est vous qui gagnez tout, mais si le taux monte, c'est pas dangereux, c'est nous qui prenons tout pour nous. Eh bien, moi, si vous connaissez une banque qui fait ça, je vous demanderai de bien vouloir non seulement me l'indiquer, mais l'indiquer à toutes les personnes dans la salle. Ça me rappelle un truc. Vous connaissez, je rêve d'une banque. Voilà. Moi, je rêve à ça. Voilà.